Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre pour ce webinaire sur les entretiens du salarié. On va essayer de maîtriser et de voir ensemble comment on peut maîtriser leur tenue vis-à-vis de vos salariés et leur déroulement. Alors, ce webinaire il est organisé par le cabinet HDV Avocats. C'est un cabinet expert en droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale complémentaire. On fournit un accompagnement dédié à toutes les entreprises et c'est un accompagnement qui est tant conseil que contentieux et naturellement, nous animons des formations à destination de nos clients. Nous avons 3 implantations, Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, le siège social. Alors pour ma part, Emmanuelle Tournaire, je suis avocate depuis 2017. J'ai rejoint le cabinet HDV Avocats en janvier 2021. Je suis basée au bureau de Lyon. Et auparavant, j'ai exercé dans d'autres structures, d'autres cabinets d'avocats en droit du travail, à Paris au début, puis à Lyon. Comme je le disais, on va voir ensemble les entretiens du salarié. Donc, thème assez important, thème sur lequel on peut passer à côté et thème qui, en fait, vous allez le voir tant pour l'employeur que pour les salariés, est extrêmement important dans l'entreprise. Alors, au sommaire de ce webinaire, on va voir l'entretien d'évaluation, donc ce qui vous permet d'évaluer votre salarié. L'entretien professionnel, à ne pas confondre avec, bien sûr, l'entretien d'évaluation, puisque là, on est sur l'évolution de la carrière du salarié par le biais de la formation. L'entretien d'état des lieux, intrinsèquement lié à l'entretien professionnel, et vous l'avez vu, je pense, récemment, c'est un bilan qu'il ne fallait pas louper, dans la mesure où les sanctions sont assez importantes pour l'employeur. Et enfin, on verra l'entretien de début et de fin de mandat, qui n'est pas extrêmement connu des employeurs et qui permet un suivi de la carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux. On débute ensemble par l'entretien d'évaluation. Alors, le thème de l'évaluation, c'est un thème qu'on rattache au début à la gestion. C'est un outil de gestion. C'est un instrument de gestion des ressources humaines, c'est-à-dire de vos salariés, qui va vous permettre de gérer les compétences de vos salariés, de suivre leurs performances et de reconnaître leurs qualités professionnelles. C'est un outil de gestion qui permet donc l'affectation de vos salariés à un emploi dans votre entreprise. Petit à petit, cet outil de gestion est devenu un outil juridique, puisque c'est un pilier sur lequel reposent les justifications des décisions de gestion de l'employeur. Donc, on voit que c'est un concept de gestion qui s'est développé peu à peu juridiquement et sans vraiment que le législateur n'ait considéré nécessaire de définir cet outil. Alors, 4 thèmes, 4 notions que l'on va voir ensemble dans l'entretien d'évaluation et qu'il faut vraiment garder dans votre tête. La première, c'est la notion de transparence, la notion ensuite de pertinence, la notion d'objectivité et enfin la notion de loyauté. On va voir ces 4 thèmes, on va les voir tout au long de cette présentation sur l'entretien d'évaluation. Alors, je disais tout à l'heure que le législateur n'avait pas considéré, n'avait pas estimé nécessaire de définir ce thème dans la loi. Et oui, il n'y a aucune définition légale de la notion d'entretien d'évaluation. Pas de définition légale, c'est-à-dire que le Code du travail ne définit pas l'entretien d'évaluation.
On a seulement une reconnaissance légale implicite puisque seuls 2 articles en font mention, le L1222-2 et le L1222-3 du Code du travail, qui font seulement référence à l'évaluation des aptitudes, l'évaluation comme méthode et technique d'évaluation professionnelle, l'évaluation des salariés, mais c'est la seule chose qu'on a dans le Code du travail, pas de définition. On a par contre une consécration qui a été jurisprudentielle sur ce concept, dont seule la Cour de cassation est venue, ainsi que les cours d'appel naturellement, sont venus définir cette notion. Premier point, un arrêt qui date de 2002. C'est la première fois qu'on entend vraiment parler en jurisprudence de ce concept. Et cet arrêt vient nous dire que l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés. Première notion, donc en 2002. Par la suite, des arrêts de 2009 et de 2013, où là, on est sur une évolution vers la possibilité, le droit pour l'employeur d'évaluer ses salariés. Donc, on n'évalue plus le travail de ses salariés, on évalue ses salariés. On voit que c'est des définitions extrêmement imprécises. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que l'évaluation de son salarié, il naît et il émane du pouvoir de direction de l'employeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'employeur décide de mettre en place un système d'évaluation dans son entreprise, le salarié a l'obligation de s'y tenir. Qu'est-ce que ça veut également dire? La conséquence, c'est que si le salarié refuse de s'y tenir, eh bien, cela peut être considéré comme une insubordination qui pourrait justifier une sanction disciplinaire. Voilà ce qu'on peut retenir des sources de l'entretien d'évaluation. Attention toutefois, c'est une obligation qui peut découler soit d'un accord de branche. Vous avez par exemple la convention collective du notariat qui définit les modalités de l'entretien d'évaluation dans la branche, donc on s'y rattache, ou soit certains accords d'entreprise dans les entreprises ont souhaité définir l'entretien d'évaluation, et ça, bien sûr, si ça existe dans votre entreprise ou dans votre branche, vous vous y rattachez. Je disais donc que l'entretien d'évaluation n'avait pas de source légale. Alors, dans la mesure où c'est un caractère facultatif, puisqu'il n'y a pas d'obligation dans la loi, quelle est l'utilité de mettre en place cet entretien d'évaluation? Plusieurs utilités. La première, c'est une justification pour l'employeur. Et ça, c'est vraiment l'utilité majeure. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Riom qui a été rendu récemment, en janvier 2021, qui vient définir cette utilité. Donc, c'est un dispositif d'évaluation permettant de disposer d'éléments objectifs, et ça c'est un terme important, pour justifier des décisions en matière de promotion, de rémunération et d'égalité de traitement. Donc la Cour d'appel de Riom vient nous dire que ça permet à l'employeur de justifier ses décisions via, bien sûr, des éléments objectifs et pertinents. Donc, quel type de décision? Des décisions sur l'évaluation de carrière du salarié, des décisions telles que le licenciement, qui pourrait être fondé sur insuffisance professionnelle du salarié, qui est un motif assez compliqué à défendre devant les juridictions, mais via des éléments comme l'entretien d'évaluation, qui repose sur des éléments objectifs, on peut juger des compétences de son salarié, et cela peut nous amener des preuves. Autre justification, autre décision qui pourrait être fondée sur ce genre de justification, c'est la mise en œuvre naturellement d'une politique salariale ou d'individualisation des rémunérations. Comment faire pour individualiser les rémunérations de ces salariés? Via des éléments objectifs que peuvent nous apporter l'entretien d'évaluation. Autre possibilité, autre décision, et non pas des moindres, c'est les différences de traitement. Dès lors que cela repose sur une évaluation objective et étrangère à toute discrimination, on peut mettre en place des différences de traitement et l'entretien d'évaluation nous le permet. Voilà la première utilité de l'entretien d'évaluation et qui est assez importante.
Deuxième utilité, c'est en fait un soutien à d'autres dispositifs légaux existants et qui sont des obligations pour l'employeur. Tout d'abord, le respect de l'obligation d'adaptation et de maintien des capacités du salarié à occuper un emploi. Autre obligation, l'obligation de formation professionnelle, ou encore la mise en œuvre d'une politique de gestion des emplois et des compétences. Donc, on est vraiment sur là des obligations de l'employeur qui s'imposent à l'employeur et que l'entretien d'évaluation peut nous permettre de soutenir, puisque toutes ces obligations nécessitent forcément et supposent une connaissance des qualités professionnelles de son salarié. Attention, là, c'est vraiment quand l'entretien d'évaluation a un caractère facultatif. Quand il a un caractère obligatoire, donc il émane d'un accord collectif de branche ou d'entreprise ou du contrat de travail, si l'employeur ne met pas en place cet entretien d'évaluation, alors c'est considéré comme un manquement aux obligations de l'employeur et c'est une perte de chance pour le salarié. Donc là, si le salarié arrive à démontrer qu'il a eu un manquement et qu'il a subi un préjudice, il peut percevoir des dommages et intérêts pour perte de chance. Alors, comment mettre en place cet entretien d'évaluation dans la mesure où la loi est assez muette sur les obligations? Premier point que l'on sait, c'est qu'il faut une information préalable de ses salariés. Donc ça, c'est l'article L1222-3 du Code du travail qui nous indique en fait que les salariés doivent être expressément informés préalablement, donc en amont, à la mise en œuvre des méthodes d'évaluation professionnelle utilisées à leur égard. Pourquoi? Parce que sinon, on considère que c'est une exécution déloyale du contrat de travail. Et en fait, on veut laisser aux salariés la possibilité de se préparer et de s'adapter à cet entretien d'évaluation et aux techniques d'évaluation qui sont mises en œuvre à son égard. Toujours pareil, si on manque à cette obligation, ça peut être sanctionné par des dommages-intérêts si le salarié arrive à démontrer un préjudice, premier point. Et deuxième point, l'évaluation qui sera en fait considérée comme faite à l'insu du salarié ne lui sera donc pas opposable. Alors en pratique, comment on informe notre salarié? On peut lui adresser une note d'information dans lequel on lui donne un guide d'évaluation et dans lequel on lui permet de voir ce à quoi il va être confronté. On lui donne bien sûr en amont de l'évaluation et on lui laisse un peu de temps pour le préparer. Deuxième obligation, c'est la consultation du CSE. Donc, quand on met en œuvre un dispositif d'évaluation, on consulte préalablement son CSE, notamment au titre de l'article L23-12-8 du Code du travail, puisque on le consulte au titre des questions intéressant les conditions de travail. Quelles sont les sanctions si on ne consulte pas son CSE? Cela peut être considéré comme un trouble manifestement illicite, justifiant la suspension en référé du dispositif d'évaluation. Ça, c'est la Cour de cassation qui vient de le dire en 2008. Et ça peut même être considéré comme un délit d'entrave. Et ça, c'est le tribunal de grande instance de Nanterre qui est venu nous dire. Troisième chose qu'il faut respecter, c'est que dans la mesure où on traite des données à caractère personnel de son salarié, on doit respecter la loi informatique et liberté et le RGPD. Voilà ce que l'on sait de la mise en place de l'entretien d'évaluation. Alors maintenant, sur la forme et sur le fond, comment est-ce que ça se présente? Alors sur la forme, l'entretien d'évaluation, c'est toujours cet arrêt de la Cour d'appel de Riom qui vient nous aiguiller, datant de 2021, qui vient nous dire qu'il se déroule sous forme de rencontre entre un salarié et son supérieur hiérarchique. Et il permet l'examen contradictoire du bilan du travail accompli, de la réalisation des objectifs ainsi que de la maîtrise par le salarié de son emploi. On a donc une rencontre entre le salarié et son supérieur hiérarchique. On a un entretien qui doit être contradictoire et oral. Le plus souvent, on parle d'entretien annuel d'évaluation
attention, bien sûr qu'on peut le faire annuellement, mais la périodicité n'est pas obligatoire annuellement, donc on peut fixer la périodicité que l'on souhaite. La chambre criminelle de la Cour de cassation est venue nous dire que le salarié ne pouvait pas être assisté lors de cet entretien d'évaluation, ça c'est important. Et on prend garde à avoir un support papier informatisé. Donc on prend garde à faire un compte rendu, on recommande un compte rendu de l'entretien d'évaluation que l'on fait signer par les deux parties. Alors sur ce point, si votre salarié refuse de signer l'entretien d'évaluation, ce n'est pas très grave, il peut refuser de signer cet entretien d'évaluation. Cela ne le rendra pas inopposable au salarié, vous pourrez toujours vous en servir. Par contre, ça indique très clairement l'opposition au fait que votre salarié n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit pendant l'entretien d'évaluation. Sur le fond, qu'est-ce que l'on peut mettre dans un entretien d'évaluation? Tout d'abord, on rappelle les garanties qui sont offertes à votre salarié. Donc, c'est-à-dire, on lui rappelle le fait qu'il y a un traitement informatisé de ses données personnelles, qu'il y a un droit d'accès et de rectification sur ces données, qu'il y a également une opposition possible au traitement des données. Ensuite, on rappelle l'identité du salarié et de son évaluateur. Alors, quand je parle d'identité du salarié, ce n'est pas son adresse ou sa date de naissance. On est vraiment sur le poste du salarié, quel emploi il occupe, la classification, l'ancienneté du salarié, depuis quand il occupe ce poste, qu'est-ce qu'il avait fait avant. Donc, on est vraiment sur l'identité du salarié dans l'entreprise. Et ensuite, on fait un bilan de l'exercice écoulé. Donc, quand on parle d'exercice écoulé, on note bien la période, on précise la période sur laquelle on fait ce bilan. Est-ce que c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans? On rappelle les objectifs qui sont fixés aux salariés. Ça peut être des objectifs chiffrés, mais ça peut être des objectifs concernant son emploi. Quel est le poste qu'il occupe, quelles étaient les compétences pour occuper, quelles sont toujours les compétences pour occuper ce poste. Ensuite, on rappelle le niveau d'atteinte, est-ce qu'il l'a atteint ou non et de quelle manière. Et on peut aussi fixer des objectifs sur le poste, des objectifs chiffrés sur la période qui arrive. On laisse toujours un encart pour l'observation des salariés. Est-ce qu'il y a des observations à faire sur cet entretien annuel d'évaluation ou entretien annuel d'évaluation? Toujours pareil, on date l'entretien d'évaluation et le plus possible, on essaie de faire signer cet entretien d'évaluation. Alors, quelques questions pratiques qui peuvent se poser. Qui pilote l'entretien? Je le disais tout à l'heure, c'est bien le supérieur hiérarchique qui pilote l'entretien, donc le manager, le RH, le DAF, le chef d'entreprise lui-même. Est-ce que le salarié peut refuser l'entretien d'évaluation? Oui, il peut refuser l'entretien d'évaluation. Attention, dans la mesure où ça émane du pouvoir de direction de l'employeur. Si le salarié refuse cet entretien, il peut être sanctionné. Est-ce qu'on peut le tenir en présentiel ou en visioconférence? La visioconférence, on le voit, s'est beaucoup développé depuis la crise sanitaire. Donc, les deux sont évidemment possibles dans la mesure où on respecte les mêmes règles en visioconférence qu'en présentiel. Est-ce que le compte-rendu d'un entretien d'évaluation peut être considéré comme une sanction? Alors là, c'est un arrêt très récent de la Cour de cassation qui a été rendu 2 février 2022, qui vient nous dire qu'un entretien d'évaluation qui ferait état de reproches, d'invitation à changer envers le salarié est considéré comme un avertissement et est considéré comme une sanction disciplinaire. Donc, on fait attention à la manière dont on écrit et dont on parle pendant l'entretien d'évaluation. Quid des salariés protégés? Alors, ils sont absolument identiques à tous les salariés, bien sûr. Impossibilité de discrimination via l'entretien d'évaluation. On ne prend pas en compte les absences liées au mandat pour décider d'une rémunération d'une carrière, ni on ne note pas le manque de disponibilité de votre salarié à cause du mandat. Enfin, quid de la formation professionnelle? On voit souvent que dans les entretiens d'évaluation, il y a une partie sur la formation professionnelle. Alors, on peut la maintenir, bien sûr. Attention,
ce n'est pas à aborder que dans l'entretien d'évaluation, c'est surtout à aborder dans l'entretien professionnel qu'on va voir après. Donc, ce n'est pas parce qu'on en parle dans l'entretien d'évaluation qu'il ne faut pas en parler dans l'entretien professionnel, puisque c'est bien le lieu de l'entretien professionnel. Voilà pour cette première partie sur l'entretien d'évaluation, qu'il ne faut pas confondre avec l'entretien professionnel, qui là vraiment se concentre sur l'évolution du salarié par la formation. Alors, l'évolution du salarié, c'est vraiment extrêmement important dans un contexte où on voit que 50% des emplois seront transformés dans les 10 prochaines années. Donc, on remarque que la formation professionnelle est réellement un enjeu. Donc, quelle est la source de l'entretien professionnel? Alors là, on est sur une consécration légale en plusieurs étapes. Donc, ça a débuté par un accord national interprofessionnel de 2003 où le salarié avait le droit à un entretien professionnel tous les 2 ans. Par la suite, plusieurs années, 2005, 2008, 2009, qui ont essayé de bâtir cette construction. Puis l'année de 2013 qui a supprimé tous les dispositifs qui existaient auparavant. Et c'est en fait la loi du 5 mars 2014 qui est venue consacrer légalement cet entretien professionnel, qui l'a inséré dans le Code du travail à l'article L6315-1, paragraphe 1. Et cet entretien professionnel, il bénéficie tous les 2 ans avec l'employeur aux salariés. Donc on a vraiment une consécration en environ 10 ans de l'entretien professionnel. Quel est le but de l'entretien professionnel? Alors là, attention, il a un caractère obligatoire puisqu'il est consacré légalement. Il a un caractère obligatoire, attention, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, donc aucune différence de taille, et pour tous les salariés, quel que soit le type de contrat de travail. Dès lors, bien sûr, qu'ils ont 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Quels sont les salariés qui sont exclus? Ce sont les salariés mis à disposition des entreprises d'accueil, les salariés intervenants en cas de sous-traitance et les intérimaires. Pour tous les autres, on met bien en place cet entretien professionnel. Donc, en quoi il consiste cet entretien professionnel? Il consiste en un dialogue entre le manager ou le membre du service RH ou le chef d'entreprise et le salarié. Et il permet à ces 2 parties d'aborder le projet professionnel du salarié, ses attentes et ses possibilités d'évaluation, d'évolution. On est sur une espèce de relation tripartite on définit avec le salarié des actions pertinentes qu'on va mettre en œuvre pour que lui, salarié, puisse réaliser son projet professionnel, mais toujours en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Sur la mise en place de cet entretien professionnel. La périodicité, elle est biennale dans le Code du travail. Cela n'empêche pas une dérogation conventionnelle qui est prévue par le Code du travail. Et donc, on peut déroger à cette périodicité, soit par accord d'entreprise, à défaut par accord de branche. Voilà pour la périodicité. Attention, l'entretien professionnel, il est également systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'une période de longue absence. On entend donc par là le congé maternité, le congé parental, le congé proche aidant, un arrêt longue maladie. Toutes ces hypothèses sont listées par le Code du travail. Et à l'initiative du salarié, cet entretien professionnel qui se tiendrait à l'issue d'une longue période d'absence peut se tenir à une date antérieure à leur prise de poste, mais ça seulement à l'initiative du salarié et non pas de l'employeur. Donc deux périodicités en fait pour l'entretien professionnel. Sur le point de départ, donc à quel moment on calcule la période de 2 ans? Alors si le salarié est entré avant la loi du 6 mars 2014. Le point de départ, c'est bien l'entrée en vigueur de la loi, donc le 7 mars 2014. On tiendra donc l'entretien annuel 2 ans après, 7 mars 2016, etc. Si le salarié est entré après l'entrée en vigueur de la loi, donc après mars 2014, le point de départ,
sera vraiment la date d'entrée du salarié dans l'entreprise. Et ensuite, on rajoute une période de 2 ans, etc. Sur les modalités de tenue de l'entretien professionnel, on informe les salariés dès l'embauche, donc vraiment au tout début. On l'informe par mention dans le contrat de travail. Donc, le salarié est informé qu'il bénéficiera d'un entretien professionnel tous les 2 ans, par exemple, ou on l'informe via un livret d'accueil qu'on lui remet à l'embauche. Deuxième obligation, c'est la consultation du CSE, et là, seulement pour les entreprises de 50 salariés et plus. On le consulte sur la mise en place des entretiens professionnels au titre de ses attributions générales et on met toutes les informations sur l'entretien professionnel à disposition dans la PDESI. Voilà les 2 obligations. Sur la forme, alors là encore, aucun formalisme prévu par le Code du travail, mais dans la mesure où il a un caractère obligatoire pour l'employeur, puisqu'il est dans le Code du travail, ça nécessite pour l'employeur de s'aménager la preuve d'une convocation ou d'une invitation de son salarié à la tenue de cet entretien professionnel. Donc, comment, pour s'aménager la preuve, soit on fait un courrier remis en main propre contre décharge ou LRAR, soit un courriel avec bien sûr accusé de réception, accusé de lecture. On recommande de joindre à cette invitation, à cette convocation, un document d'information pour la préparation de cet entretien. Donc, une information sur l'entretien, comment il va se dérouler, et un document qui sera rempli par le salarié et par son manager. Enfin, on l'informe qu'il peut avoir recours au CEP. Alors, il faut un délai raisonnable, naturellement, entre la convocation et la tenue de l'entretien. On estime délai raisonnable à 1 semaine ou 15 jours. Et on concrétise bien par écrit la tenue de cet entretien professionnel. Donc, on fait un compte-rendu écrit, dont un exemplaire au moins sera remis au salarié. Là encore, ça permet à l'employeur de s'aménager la preuve qu'il a bien respecté ses obligations de tenue des entretiens professionnels. Voilà pour la forme. Maintenant, pour le fond, comme tout à l'heure, on rappelle l'identité du salarié et son parcours professionnel dans l'entreprise. On voit avec lui donc, le suivi des actions de formation et ou de certification effectuées dans l'entreprise et on fait le bilan de sa progression salariale et professionnelle au cours de la période. On lui remet une information sur les principaux dispositifs susceptibles d'être déployés dans l'entreprise pour gagner en compétences. On étudie avec lui ses possibilités d'évolution, que ce soit qualification ou emploi. On évalue son employabilité. Et on projette ensemble son avenir professionnel dans l'entreprise à plus ou moins long terme. On laisse toujours une place pour les observations des parties. Et enfin, on date et on signe cet entretien professionnel. Quelques questions pratiques qui peuvent se poser. Qui pilote l'entretien? Je disais tout à l'heure, donc le supérieur hiérarchique, le manager, le DRH, le DAF, le chef d'entreprise. En présentiel ou en visioconférence, et bien là encore, les 2 sont possibles. On respecte juste, par contre, on s'aménage bien la preuve de la tenue de l'entretien professionnel et surtout pour le compte rendu quand c'est en visioconférence. Est-ce que le salarié peut refuser l'entretien professionnel et quid de l'aménagement de la preuve pour l'employeur? Alors, c'est une simple faculté, hein, c'est une obligation pour l'employeur, mais c'est une simple faculté pour le salarié. Donc, oui, il aurait la possibilité, le salarié, de refuser la tenue de l'entretien professionnel. Par contre, compte tenu des sanctions que l'employeur peut encourir, on prend bien acte par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre courrier remis en main propre contre décharge du refus de l'employeur de se rendre à l'entretien professionnel. Est-ce que l'ancienneté s'apprécie au niveau du groupe ou de l'entreprise? Elle s'apprécie bien au niveau de l'entreprise. Quelle est la sanction en cas d'absence d'entretien professionnel après une longue absence? Oui, si le salarié oublie, si l'employeur oublie de tenir cet entretien professionnel, eh bien, ce sera des dommages-intérêts si le salarié arrive à démontrer qu'il y a un préjudice. Et quid du salarié qui sera absent depuis plus de 2 ans et dont on ne pourrait pas tenir l'entretien professionnel du fait de l'absence?
eh bien, on essaie quand même de le formaliser par courrier et on indique que l'entretien professionnel aurait dû avoir lieu à cette date, qui n'a pas pu se tenir du fait de l'absence du salarié. Alors, l'entretien professionnel est intrinsèquement lié, je le disais tout à l'heure, à l'entretien d'état des lieux. Et vous avez dû voir l'entretien d'état des lieux qui est vraiment un entretien, un bilan qu'il ne fallait pas louper dans la mesure où les sanctions sont assez lourdes pour les employeurs. Quelle est la source de l'entretien d'état des lieux? Eh bien, comme l'entretien professionnel, c'est une consécration légale qui s'est fait concomitamment, donc par la loi du 5 mars 2014. L'article L6315-1, paragraphe 2 du Code du travail, qui vient de dire que tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, ce qu'on peut appeler l'entretien bilan. Quel est le but de cet entretien d'état des lieux? Comme l'entretien professionnel, il a un caractère obligatoire. Donc, exactement pareil pour toutes les entreprises, tous les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le type de contrat du salarié. Exclusion pour les mêmes salariés que pour l'entretien professionnel, donc mis à disposition, salariés intervenant dans le cadre d'une sous-traitance et les intérimaires. En quoi consiste cet entretien d'état des lieux? C'est un dialogue, toujours pareil, avec le manager, membre du service RH ou chef d'entreprise et le salarié, mais là qui récapitule le parcours professionnel du salarié sur les 6 dernières années. Sur la mise en place, on est sur une périodicité qui est sexennale, tous les 6 ans. Attention, contrairement à l'entretien professionnel, il est impossible d'y déroger conventionnellement, donc que ce soit par accord de branche ou par accord d'entreprise, on ne déroge pas à cette périodicité. Quel est le point de départ des 6 ans? Donc pour les salariés embauchés après la loi du 6 mars 2014, c'est bien au 6e anniversaire de leur embauche, et ainsi de suite, 12e anniversaire, etc. Pour les salariés qui étaient déjà en poste au 6 mars 2014, donc lorsque la loi a été votée, là, la tenue de l'état des lieux devait être, l'entretien état des lieux devait être au 7 mars 2020, donc 2014 plus 6 ans. Alors, on s'est aperçu naturellement que le 7 mars 2020 tombait en plein milieu de la crise sanitaire. Donc, le législateur a reporté la tenue de ces entretiens d'état des lieux jusqu'au 30 septembre 2021 pour les entretiens qui devaient se dérouler en mars 2020 et au cours du premier semestre 2021. Attention, la date butoir, c'était bien le 30 septembre 2021, ça n'a pas été reporté. Sur la forme et le fond. Alors, idem que pour l'entretien professionnel, aucun formalisme prévu pour l'entretien d'état des lieux, mais dans la mesure où il a un caractère obligatoire pour l'employeur, les remarques que j'ai faites pour l'entretien professionnel s'appliquent à l'entretien d'état des lieux. L'employeur doit s'aménager la preuve qu'il a convoqué et invité son salarié à l'entretien d'état des lieux. Il lui remet un document d'information. On respecte bien un délai raisonnable entre la convocation et l'entretien. Et on fait un compte-rendu écrit et signé, et un compte-rendu qui est remis en un exemplaire au salarié. Sur le fond, plusieurs choses qu'il va falloir vérifier. On vérifie que le salarié a bien bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels périodiques, donc les entretiens qui devaient avoir lieu tous les 2 ans ou qu'on pouvait, dans la périodicité, pouvait être aménagée. Mais on regarde, on vérifie également qu'au cours des 6 dernières années, le salarié a suivi au moins une action de formation, qu'il a acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, la VAE, et qu'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. On récapitule donc la liste des entretiens professionnels du salarié. On recense les formations qu'il a suivies, les éléments de certification qu'il a acquis, et le cas échéant, bien sûr, on retrace la progression salariale et professionnelle du salarié dans cet entretien. Sur les sanctions, une chose dont on parle beaucoup, qui est d'actualité en ce moment. Alors, les sanctions, elles ne s'appliquent qu'aux entreprises de plus de 50 salariés.
Et la sanction est assez lourde, puisque si on n'a pas tenu ces entretiens bilan, on doit abonder le compte personnel de formation de son salarié d'un montant de 3 000 € par salarié. On verse cet abondement à la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, on verse cet abondement si, au cours des 6 dernières années précédant cet entretien bilan, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens biennaux et il n'a pas bénéficié d'une action de formation autre que celle conditionnant l'exercice de l'activité professionnelle du salarié ou de sa fonction. Donc ça, c'est des actions de formation qui sont listées par le Code du travail, par la loi ou par le décret qui lui permettent, qui conditionnent l'exercice de sa profession. Donc c'est assez limité. Ces deux critères, donc les entretiens biennaux et les actions de formation, ils sont bien cumulatifs. Ça, c'est la DGT, le ministère du Travail, qui est venu nous le préciser. Quelles sont les échéances de ces versements? Donc, c'est un décret du 30 décembre 2021 qui est venu nous préciser ces échéances pour les entretiens qui devaient se tenir en 2020 et 2021, pour lesquels on est sanctionné. Donc, on doit verser l'abondement depuis le 1er octobre 2021. On peut le verser depuis le 1er octobre 2021. Et la date limite de paiement sera et est fixée au 31 mars 2022. On ne pourra pas verser après. Premier point. Pour les entretiens dont l'échéance arrive depuis le 1er janvier 2022. Donc là, le décret nous aider sur l'avenir. Si on ne tient pas à partir du 1er janvier 2022 ces entretiens, qu'on ne respecte pas ces obligations, on devra verser l'abondement au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit la date de l'entretien professionnel pris en compte pour la période de 6 ans. Un exemple pour simplifier cette phrase. Votre entretien d'état des lieux devait se tenir le 15 mars 2022. Vous ne l'avez pas tenu, vous n'avez pas respecté vos obligations, que j'ai listées tout à l'heure. La date de limite de paiement sera le 30 juin 2022. Donc, le trimestre se finissait en mars, on est sur le trimestre suivant, donc 30 juin 2022. Deux questions pratiques. Quid de la sanction pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés? Là, ce n'est pas prévu par le Code du travail, il n'y a pas de sanction. Par contre, si le salarié arrive à démontrer le manquement de l'employeur et un préjudice qui découlerait de ce manquement, on peut être sanctionné par des dommages d'intérêt devant les juridictions. Autre question, la sanction peut-elle être prononcée dès que l'un des critères fait défaut ou implique-t-elle la réunion des deux manquements? Donc, je rappelle les deux critères, la tenue des entretiens biennaux et le bénéfice d'une action de formation autre que celle conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction. Alors, je disais tout à l'heure que ces critères, ils sont cumulatifs. Oui, parce que c'est la DGT qui vient nous dire que ces critères sont cumulatifs. Étonnamment, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt de décembre 2020, est venue prendre une position différente de celle de la DGT. Elle a estimé que la condition sur la réalisation des entretiens biennaux manquait dans l'affaire en question, mais que le salarié avait bénéficié d'une action de formation et d'une progression salariale, et donc l'employeur n'avait pas à verser cet abondement. Alors attention, est-ce qu'on se sert de cet arrêt de la Cour d'appel de Paris ou non? Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation, donc avoir la position de la Cour de cassation. Il peut être invoqué devant le CPH si vous n'avez pas rempli vos obligations. On peut toujours s'en servir. Attention, la juridiction sera libre ou non de suivre cette position de la Cour d'appel. Et bien sûr, d'abord, on respecte ses obligations avant, c'est vraiment s'il y a un problème, si on n'a pas respecté et qu'on veut essayer de s'en sortir, on utilise cet arrêt de la Cour d'appel de Paris. Mais on part bien sur la doctrine de la DGT qui dit que ces critères sont cumulatifs. Voilà pour l'entretien bilan. Dernier entretien peu connu, c'est l'entretien de début et de fin de mandat. Donc ça, c'est vraiment sur un suivi de la carrière des représentants du personnel et syndicaux.
on n'oublie pas qu'ils sont avant tout salariés de l'entreprise et que l'exercice de leur mandat impacte leur activité professionnelle et peut leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Ces deux entretiens, ils sont dans l'article L2141-5 du Code du travail, donc qui vient nous les définir et nous les expliciter. Alors, vous verrez que c'est assez restreint. Ces entretiens ont majoritairement été complétés par des accords de branche ou d'entreprise sur la valorisation du parcours syndical ou du parcours du représentant du personnel. Quels sont les bénéficiaires de ces entretiens de début et de fin de mandat? Pour les entretiens de début de mandat, donc en bénéficie le représentant du personnel titulaire, membre titulaire de la délégation de personnel au CSE, représentant de proximité le cas échéant, du comité de groupe ou du comité d'entreprise européen. On parle bien que des titulaires et pas des suppléants. Eux n'en bénéficient pas. Bénéficie de cet entretien de début de mandat également le délégué syndical. Et enfin, le titulaire d'un mandat syndical, donc là, le représentant de la section syndicale ou les représentants au CSE ou au CSE central. Donc, c'est assez simple pour l'entretien de début de mandat. Pour l'entretien de fin de mandat, attention, deux cas. Soit vous êtes dans une entreprise de plus de 2000 salariés. Là, c'est exactement les mêmes bénéficiaires que pour l'entretien de début de mandat. Soit vous êtes dans une entreprise dont l'effectif est inférieur à 2000 salariés. Alors là, ce sont les mêmes bénéficiaires, mais il faut qu'ils aient un nombre d'heures de délégation sur l'année qui représente au moins 30% de leur durée du travail. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela veut dire que si vous avez un salarié qui a été à 151h67 sur l'année, 30% de 151h67 équivaut à 45 heures de délégation. Donc, il faut que vos représentants du personnel ou représentants syndicaux bénéficient d'au moins 45 heures de délégation dans ce cas pour bénéficier des entretiens de début de mandat. Donc là, sur les entreprises de moins de 2000 salariés, on est vraiment sur très peu de personnes qui sont concernées. Concernant les modalités, pour les entretiens de début de mandat, il faut une demande préalable du salarié obligatoire. C'est-à-dire que si le salarié ne fait pas la demande, vous n'avez pas à tenir ces entretiens de début de mandat. Par contre, s'il en fait la demande, vous devez les tenir. Vous devez les tenir forcément au début du mandat, même si le mandat est renouvelé. Là, le salarié aura quand même le droit à un entretien de début de mandat. Il est distinct de l'entretien professionnel, vous ne venez pas en même temps, vous en faites bien deux. Le salarié, dans ce cas-là, a la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à l'entreprise. Et il est réellement préférable de tenir et d'écrire un compte-rendu pour vous aménager la preuve que vous avez bien tenu cet entretien si le salarié vous en a fait à deux. Sur les entretiens de fin de mandat, eux, il n'existe en fait qu'à travers l'entretien professionnel, puisque si on reprend l'article L6315-1 alinéa 2 du Code du travail, on voit que à l'issue, les entretiens professionnels doivent se tenir systématiquement à l'issue d'une longue absence. Et en fait, le Code du travail est venu indiquer également qu'il devait se tenir à l'issue du mandat syndical. Donc, quand le représentant du personnel ou le représentant syndical termine son mandat, vous lui faites un entretien professionnel qui viendra également parler donc de sa fin de mandat. Donc c'est pour ça que je dis que l'entretien de fin de mandat n'existe qu'à travers l'entretien professionnel, en fait, de par le Code du travail. Sur le contenu des entretiens de début et de fin de mandat, pour le début de mandat, on est bien sur une articulation entre l'exercice du mandat et l'activité professionnelle, et plus particulièrement la charge de travail du salarié. Donc, on vient là mesurer l'adaptation et l'aménagement de la charge du travail du salarié durant les périodes d'absence dues au mandat. On en profite également pour informer le manager et les collègues de travail du salarié du fait qu'il a un mandat. On est là aussi pour adapter les objectifs du salarié qui exerce un mandat, s'il a par exemple une rémunération variable. Et on lui rappelle également les règles de circulation de l'entreprise,
l'utilisation des panneaux d'affichage, des ressources électroniques et des heures de délégation. Pour l'entretien de fin de mandat, là, on va venir parler avec le salarié de ses conditions de réintégration au poste de travail ou à un nouveau poste de travail en fonction des compétences qu'il a acquises durant l'exercice de son mandat. Donc, en fait, on recense les compétences acquises par le salarié durant l'exercice de son mandat. On précise les modalités de valorisation de l'expérience acquise et on va gérer la réintégration du salarié à son poste de travail. Voilà pour ces entretiens qui ne sont effectivement pas extrêmement connus par les entreprises. Alors, j'en ai terminé pour ce webinaire consacré aux entretiens du salarié. Je vous remercie pour votre participation et pour votre écoute. Si vous avez la moindre question sur ces entretiens, n'hésitez pas à me faire un mail. Vous avez mon mail qui s'affiche. Vous pouvez également me contacter par LinkedIn. Je vous répondrai avec plaisir.